Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau flash marché ce matin, mardi exceptionnel. On retrouvera les jeudis, début juin pour le prochain flash marché. Le 5 juin, ça sera le jeudi. J'espère que vos campagnes fiscales se passent bien et d'ailleurs qu'elles sont terminées et que vous êtes dans vos déclarations de revenus qui semble-t-il, cette année, il y a a priori zéro bug. Donc, c'est génial. Non, c'est une boutade. A priori, c'est catastrophique. Donc, bon courage à toutes, bon courage à tous. Trois actualités pour Force Patrimoine. Je vous rappelle que le certificat expert comptable patrimonial est bien ouvert et attaque le 20 mai. 20 mai en visio sur 14 jours et ça se déroule jusqu'à mi-juillet. Nouvelle formation également au mois de juin avec Hervé Blanc, notaire, concernant le démembrement de propriété. On verra le démembrement de propriété immobilier, des sociétés à prépondérance immobilière, le démembrement de propriété également des sociétés et l'impact du démembrement sur les cryptoactifs et tout ce qui va être transmission, donation. Donc, trois demi-journées, trois matinées, 17 juin, 18 juin et 24 juin, avec toujours un objectif pratico-pratique, donc des exemples au maximum. Le prochain webinaire Flash Marché, donc c'est le jeudi 5 juin. Et en attendant le prochain Flash Marché, nous aurons un webinaire concernant les SCPI, conjoncture 2025. Vous allez en parler un petit peu aujourd'hui de la conjoncture, mais pas des SCPI. On reviendra donc le 22 mai sur les SCPI, comprendre, investir, anticiper cette allocation d'actifs. Eh bien, je laisse la parole à nos invités du jour et au maître de cérémonie, Jean-Marc Chevassus. Frédéric, merci pour cette belle introduction riche de formations et d'événements avec Force Patrimoine. Étant moi-même intervenant à la certification, c'est toujours un plaisir d'entendre qu'elle démarre le 20 mai, donc dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, comme, comme dirait l'autre. Voilà, donc aujourd'hui, une journée, enfin pardon, une journée, 1 heure et demie très dense, puisque nous avons notre point macro habituel, hein, macroéconomique, avec nos partenaires asset managers. Puis nous aurons, comme toujours, l'étude d'un fonds qui sera un fonds Europe de DNCA. Et nous n'aurons pas une clôture sur la crypto, mais nous vous enverrons en fait un résumé du mois de la crypto. Par contre, on en profite pour faire un point sur le private equity, puisque beaucoup d'entre vous nous demandent régulièrement des points sur le private equity, sur la SCPI et des choses comme ça. Donc on en profite aujourd'hui pour faire du private equity en conclusion de notre flash marché mensuel. Le 5 juin, comme l'a dit Frédéric, nous aurons une maison connue qui viendra pour proposer une allocation d'actifs différenciante dans ses fonds, qui sera la maison H2O. Et puis au mois de juillet, un petit peu de teasing ne fait pas de mal, donc le premier jeudi de juillet, nous ferons un point sur la partie commodities, hein, donc toujours pareil dans les demandes que vous nous faites. Vous avez aussi une demande sur la partie or et notamment matières premières. Voilà, donc on abordera cette partie-là au mois de juillet. Sans plus attendre, on commence par le point macroéconomique et c'est Armand aujourd'hui qui lance le bal. Armand, c'est à toi. Merci Jean-Marc. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui une nouvelle fois pour vous parler des marchés. On peut aller directement à la slide d'après avec l'ensemble des scénarios prévus pour 2025 par la maison Fidelity. Donc rien de nouveau par rapport au mois dernier puisque le scénario principal de la maison reste le scénario de stagflation. Donc rappel du stagflation, la stagflation c'est la hausse de l'inflation.
avec une croissance faible. C'est un peu le cauchemar des banquiers centraux. Vient en deuxième le scénario de la récession. Donc ça, pour le coup, c'est une croissance négative. Il est possible que ce soit un peu le scénario prévu ou voulu, en tout cas par Trump, puisque ça permettrait de faire baisser l'inflation et donc du coup donner des marges de manœuvre à la Banque centrale américaine pour baisser ses taux et donc à terme faire baisser le dollar et pouvoir rééquilibrer la balance commerciale. Si on va à la slide après, donc là, vous avez les prévisions consensuelles en fait, de croissance selon le marché. Alors, il y a deux choses intéressantes. La première chose, c'est sur le graphique de droite, c'est au regard de la politique commerciale mise en place par Trump, les anticipations d'inflation qui devraient remonter de manière assez importante. On estime chez Fidelity que l'impact sur l'inflation pourrait être de 1% aux États-Unis. Et parallèlement à ça, graphique de gauche, là, on est clairement à la fin de l'exceptionniste de l'économie américaine, puisque, pour rappel, on anticipait une croissance de 2,3% au début d'année pour l'économie américaine. On est tombé à 1,75%. C'est quand même une grosse baisse. Ce qui est intéressant également, c'est de regarder ce qui se passe dans les autres pays, notamment dans les économies développées, où l'impact en fait, de la guerre commerciale sera aussi important en fait, pour les autres économies développées. Et je pense notamment à l'Europe, où l'impact justement de cette guerre commerciale pourrait être assez significatif et impacter directement la croissance. Si je continue sur la slide d'après, on rentre un peu plus dans le vif du sujet des tarifs qui ont été mis en place par Trump jusqu'à maintenant, même s'il y a un moratoire de 90 jours, une pause de 90 jours. Le tarif moyen aujourd'hui, les tarifs douaniers effectifs sont d'environ 24%. On estime chez Fidelity que ces niveaux de tarifs sont totalement insoutenables pour l'économie mondiale et surtout pour l'économie américaine. On anticipe chez Fidelity plus des tarifs qui devraient se stabiliser aux alentours des 10-15%, ce qui représente quand même une sacrée hausse par rapport à fin 2024, puisque les tarifs moyens des importations aux États-Unis étaient de l'ordre de 2,3%. Donc ça, forcément, ça aura un impact sur l'inflation, et c'est ce que j'ai dit justement à l'instant, c'est que l'impact estimé peut être de 100 points de base, qui correspond à 1% d'inflation supplémentaire. Et si on va à la slide après, effectivement, cette hausse de l'inflation n'est pas forcément encore visible, et même sur les derniers chiffres, a tendance à continuer de baisser, parce que finalement, les tarifs sont toujours pas effectifs. Par contre, ce qu'anticipe le marché et ce que nous anticipons également chez Fidelity, c'est effectivement une hausse assez drastique de l'inflation qui devrait se cristalliser à partir du second semestre 2025. Et du coup, ça aura un impact à la fois sur la consommation. Pour rappel, la consommation, c'est 70% du PIB américain, et également sur les résultats des entreprises, puisque forcément, s'il y a moins de consommation derrière, il y a moins de ventes et ça va impacter directement les entreprises américaines. Slide après, alors je ne vais pas aller au travers de ces slides, mais c'était assez intéressant de voir où est-ce qu'on en est au niveau des tarifs et des représailles, si je puis dire, les réponses des différents pays aux tarifs mis en place par Trump. Il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp de ceux qui veulent justement négocier avec les États-Unis. Et on a notamment toute la zone ASEAN, on a le Japon, qui est en discussion actuellement d'ailleurs avec les États-Unis. L'Inde, Taïwan, pour les raisons qu'on connaît, puisqu'ils sont quand même fortement dépendants de l'économie américaine, évidemment la Corée du Sud. Et à l'inverse, on a des zones qui sont entrées en confrontation directe. Alors la Chine, évidemment, qui a répliqué de manière assez forte à la Chine, ce qui a fait reculer en partie Trump sur un certain nombre de points. Et l'Europe, qui se dit prête en fait, à mettre en place des contre-mesures, et évidemment le Canada. Alors, si on s'intéresse en fait à l'origine en fait de cette guerre commerciale, si je puis dire, c'est assez intéressant puisqu'en fait, on s'aperçoit que le marché américain est un marché de forte consommation et donc du coup, au regard de cette consommation, importe énormément. On était au même niveau que l'Europe et on voit effectivement que le marché de la consommation a fortement baissé en Europe et inversement, la Chine, les exportations de la Chine ont fortement augmenté et c'est une slide que j'avais déjà montrée par le passé. Les parts de marché dans le commerce mondial de la Chine ont fortement augmenté sur ces 20 dernières années. Et en fait, l'origine du problème, c'est plus une confrontation entre les États-Unis et la Chine que les États-Unis avec le reste du monde. Si on arrive à la slide d'après, où c'est là où c'est assez intéressant pour s'intéresser également au rétropédalage en partie, en tous les cas, de l'administration Trump sur sa politique tarifaire lorsqu'il avait montré lors du Liberation Day des tableaux avec l'ensemble des tarifs. C'est assez intéressant, c'est de s'intéresser en fait à la dette américaine
Pour rappel, la dette américaine est quand même assez forte. Le ratio de dette sur PIB, c'est 123, ce qui est un des plus importants au monde, avec une dette d'environ 33 à 35 trilliards de dollars pour les États-Unis. Et en fait, si on s'intéresse aux détenteurs de la dette américaine, bah, c'est principalement des détenteurs étrangers. Et si on décompose en fait les principaux détenteurs étrangers du Fonds du Trésor américain, on a évidemment le Japon, on a également la Chine, même si la détention a fortement baissé, et le Royaume-Uni. Et évidemment, ça explique, pour rappel, en fait, les taux de la Fed aujourd'hui sont à 4,5. Et on a vu, avec la politique mise en place par Trump et un certain nombre de représailles qui ont été mises en place, les T-bonds, en fait, les primes de terme et une forte remontée des taux réels aux États-Unis, à slide après, où on voit effectivement les taux qui ont commencé à se tendre aux États-Unis sur les bons des trésors, en ligne finalement avec les anticipations d'inflation, ce qui finalement a incité Trump à reculer sur une partie des tarifs et notamment mettre cette pause de 90 jours. Et cette volonté également de commencer à discuter avec la Chine, même si aujourd'hui les tarifs, s'ils sont appliqués, sont de l'ordre de 145%. Ceci, il a lui-même dit que c'était insoutenable pour l'économie américaine. Si on va à la slide après, parallèlement à cette guerre commerciale, on a vu, donc graphique de droite, le prix de l'or fortement augmenté, ce qui montre effectivement que l'incertitude géopolitique et l'incertitude économique sont quand même assez fortes aujourd'hui. Et je me suis amusé également à vous mettre à gauche, à vous rappeler en fait la problématique du Boston Tea Party. Donc, pour rappel, c'était une révolte aux États-Unis qui a été en fait un événement fondateur de la révolution d'indépendance aux États-Unis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà effectivement des contre-pouvoirs, si je puis dire, du marché, à la fois du marché action, mais également du marché de la dette aux États-Unis, il y a, pour rappel, les élections américaines de midterms qui arrivent en novembre 2026. Et à un moment donné, Trump, en fait, est soumis au pouvoir du vote et va devoir délivrer des résultats dans une période qui est quand même relativement courte. Autrement, il aura effectivement le peuple contre lui lors des élections. Slide après. Cette slide résume assez bien finalement la situation. Trump qui se targue de détenir les cartes. Sauf qu'en effet, quand on regarde l'économie américaine, la manière dont elle est structurée, une partie des cartes, en tous les cas, sont faites en Chine. Alors, slide après. Alors, j'aimerais quand même aussi rappeler qu'au regard de ce tableau qui peut paraître un peu gris, tout n'est pas négatif en fait aux États-Unis. En fait, dans cette volonté de guerre commerciale, il y a aussi, et d'ailleurs il l'a rappelé très récemment, cette volonté de baisser les taxes. Donc, j'ai déjà évoqué les taxes sur les sociétés avec cette volonté de les faire passer de 21, ce qui est déjà un taux relativement bas, à 18 puis à 15%, mais également de baisser l'impôt sur le revenu. Alors, il a tweeté notamment qu'il aimerait qu'il n'y ait potentiellement pas de taxes sur le revenu, pas d'impôt sur le revenu pour les salaires en dessous de 150 000 $. Bon, au regard de la dette, comme je l'ai rappelé à l'instant, ce n'est pas forcément très plausible, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de baisser l'impôt aux États-Unis, ce qui permettrait de compenser en partie en fait, la mise en place des tarifs, même s'ils stabilisent aux alentours de 10-15%. Ça pourrait justement limiter la baisse de la consommation aux États-Unis. Et parallèlement à ça, on a une économie qui est exportatrice de matières premières et notamment sur le pétrole. Alors, on voit effectivement le baril du pétrole fortement baisser puisque les pays de l'OPEP et notamment l'Arabie Saoudite ont ouvert les vannes de production de pétrole. Mais les coûts de production aux États-Unis sont quand même relativement faibles et c'est un des arguments majeurs justement de Trump pour faire revenir l'industrie et les entreprises sur le territoire américain. Et la troisième chose, c'est évidemment les dépenses et les investissements industriels qui sont quand même extrêmement importants du fait, slide après, des plans de relance qui avaient été votés par l'administration Biden. Ça, j'en ai déjà parlé, mais ce qui est intéressant, c'est la slide après. C'est de voir effectivement que les investissements privés sont quand même en très, très forte hausse et que parallèlement à ça, en fait, le stimulus qui avait été annoncé par l'administration Biden et qui continue d'être mis en œuvre sous l'administration Trump, finalement, l'enveloppe consommée jusqu'à maintenant est quand même relativement faible au regard de l'enveloppe totale, puisqu'il y a seulement 30%. Donc, ça va continuer en fait d'être un vecteur quand même d'investissement et donc de croissance pour l'économie américaine.
Slide après, juste pour rappeler où on en est sur les marchés. Donc effectivement, la correction boursière aux États-Unis a commencé en février 2025. En seulement 2 mois, le marché américain a baissé de 21%, ce qui est quand même, comparativement aux corrections historiques, c'est une correction très rapide et très forte. À ça, pour les investisseurs européens, s'ajoute la dépréciation du dollar qui a baissé de 10%. Donc, on peut se poser la question de savoir si, le point bas n'a pas déjà été atteint et d'autre part, si cette correction n'est pas exagérée au regard des corrections historiques. Bon, quand on regarde à aujourd'hui, c'est vrai que le marché a un peu rebondi depuis, puisque le Nasdaq accumule maintenant un recul seulement de 7%, le S&P 3%. Donc, on a eu déjà un rebond depuis les points bas. Slide après, donc c'est juste pour rappeler en fait l'intérêt en fait du marché américain qui, malgré en fait tout ce qu'on a dit, reste quand même un marché extrêmement intéressant du point de vue de l'investisseur. Donc oui, effectivement, les tarifs créent la volatilité à court terme, mais l'objectif est clair pour l'administration de Trump, c'est de ramener vraiment toutes les chaînes de production sur le territoire américain. Il y a un sujet également sur l'immigration. Ça, on l'a déjà évoqué par le passé, donc je ne l'ai pas répété, mais les États-Unis sont quand même un marché avec une main-d'œuvre hautement qualifiée. Et donc, ça, c'est intéressant, notamment pour l'industrie des services, mais également pour les entreprises qui voudraient s'implanter sur le territoire américain. L'exceptionnalisme américain, effectivement, il y a un peu du plomb dans l'aile, puisqu'on n'est pas sur les mêmes niveaux de croissance qu'on pouvait anticiper au départ, mais ça reste un marché extrêmement intéressant, avec notamment une énergie bon marché et un marché de capitaux qui est extrêmement liquide. C'est sans doute le marché de capitaux le plus liquide au monde. Slide après, juste un petit mot sur l'Europe, puisque parallèlement, l'Europe se débrouille pas trop mal boursièrement. Juste rappeler des chiffres d'ailleurs, depuis le début de l'année, le DAX c'est plus 17%, et l'Eurostoxx c'est plus 6%. Alors une grosse partie effectivement de cette euphorie boursière sur les marchés européens et notamment allemands s'explique par le plan de relance allemand. Donc pour rappel, c'est un plan de 500 milliards qui devrait être voté, et l'idée étant de relancer l'industrie allemande qui est en récession maintenant depuis quelques années. Mais attention tout de même à l'excès d'optimisme, puisque oui, effectivement, la politique tarifaire mise en place par Trump va impacter l'économie américaine, mais l'impact pour l'économie européenne peut être important également. On estime que l'impact sur la croissance européenne peut être de 1%. Quand on connaît les niveaux de croissance anticipés pour l'Europe, ça peut être assez effrayant. Tous les pays ne sont pas exposés aux États-Unis de la même manière. Et il y a un autre sujet sans doute, c'est la baisse du dollar qui a fortement baissé. C'est un sujet évidemment pour les entreprises européennes qui auraient tendance à exporter exporter aux États-Unis, puisque forcément, si le dollar s'affaiblit, ça engendre en fait une baisse du chiffre d'affaires des entreprises qui seraient exposées aux États-Unis, et donc du coup, ce ne serait pas forcément bon signe pour les entreprises européennes. La dernière slide, c'est les côtés positifs également pour l'économie européenne. C'est évidemment, l'inflation a fortement baissé en Europe, ce qui quand même donne des marges de manœuvre à l'économie européenne et notamment à la Banque centrale européenne de baisser ses taux. Elle a encore baissé ses taux récemment. Et au regard justement de cette inflation qui a tendance à fortement baisser et qui devrait continuer à baisser en Europe, on pourrait anticiper au regard de l'activité économique quand même et pour relancer l'activité économique en Europe, une BCE qui baisse ses taux jusqu'à 1,5%, ce qui est bien plus inférieur que les 2% anticipés en début d'année. À cela s'ajoute évidemment le plan de relance allemand. Donc voilà, en substance, donc oui, effectivement, le scénario principal, c'est le scénario de stagflation, mais les marchés ont déjà bien corrigé et donc du coup, et l'économie américaine reste quand même une économie quand même extrêmement robuste. L'Europe également est intéressant, mais attention également au niveau aux excès d'optimisme sur l'Europe, puisque l'Europe sera également touchée par la politique commerciale des États-Unis. Un sujet que je n'ai pas évoqué, c'est la Chine. Intéressant, puisqu'on anticipe un troisième plan de relance chinois avant l'été, qui serait plutôt axé sur l'immobilier, après le premier plan de relance de septembre dernier, le deuxième plan de relance du mois de mars, après la réunion du parti. On devrait avoir ce fameux troisième plan de relance qui devrait spécifiquement cibler l'immobilier, justement pour redonner confiance aux consommateurs chinois, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça faisait un petit moment qu'on attendait ce plan de relance très ciblé.
Et ça pourrait être la bonne surprise sur 2025, et notamment pour l'économie européenne, quand on sait que l'économie européenne est quand même assez dépendante de l'économie chinoise, et notamment sur l'industrie du luxe. Armand, tu as C'est terminé? fini. Ouais. Armand, merci. Ce que je vais proposer à nos autres camarades, c'est peut-être de rebondir sur ce que tu viens de dire et j'en ferai ce résumé. Face à un contexte économique américain, on peut voir quoi? Une croissance plutôt en repli, notamment mondiale, une inflation persistante, et on attend les chiffres d'ailleurs américains incessamment sous peu pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, on a vu l'Arabie Saoudite qui ouvre les vannes du pétrole pour permettre de la respiration au niveau des prix pétroliers et de la consommation américaine. Donc c'est plutôt un joli coup de main pour la politique de Trump. Une volatilité du dollar, quand même aujourd'hui, hein, on a bien une baisse de 10%. Et puis encore des tensions géopolitiques accrues. Hein. Tout n'est pas en voie encore d'être terminé, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Donc du coup, face à ça, les autres, peut-être Benjamin, tu viens d'arriver aujourd'hui, est-ce que vous avez, en rebondissant là-dessus, un scénario global, bien sûr l'Europe, on va en parler tout à l'heure, hein, ou Claude? Benjamin, ton micro est coupé. Oui, vous m'entendez? Je suis désolé, mon ordinateur n'aime pas Zoom. J'ai eu beaucoup On de essaie problèmes de pour faire me ça en 10 connecter. minutes? Ouais. Tu veux commencer, Claude? Comme ça, je rebondis sur. Non, c'est vrai que le propos d'Armand était assez complet. J'avais des petits problèmes de micro moi aussi parce que Zoom n'est pas très apprécié chez Amundi. Je ne sais pas Pareil. parce que c'est américain peut-être. Excuse-moi Armand, mais c'est un peu comme ça. Qu'on utilise Teams aussi, donc c'est pas mieux. Non, pour reprendre un peu, déjà, je sais pas si Armand en a parlé, mais c'est vrai que le constat des 100 premiers jours de Trump, hein, qui a une baisse de popularité quand même assez exceptionnelle, puisqu'on n'a jamais vu ça depuis Eisenhower. Donc, même moi, je ne l'ai pas connu Eisenhower, donc c'est autant vous dire que s'il y a un moment que ça n'était pas arrivé. Le dollar qui n'avait pas rebondi, bien qu'il y ait eu cette annonce de 90 jours de douane reportée. Donc, nous, on regarde plutôt, pour faire simple, plutôt l'Europe, effectivement, mais avec, comme l'a dit Armand, effectivement, peut-être une problématique aussi d'exportation, en tout cas de ces droits de douane qui impactent aussi l'Europe. On a quand même constaté avec plutôt étonnement un PIB au premier trimestre qui a augmenté de 0,4%, donc en glissement trimestriel, qui était en hausse par rapport au trimestre précédent. Donc, ça a été plutôt soutenu par une demande intérieure plus forte. Cette demande a été alimentée par la baisse de l'inflation et des coûts d'emprunt. Hein, donc, ça a permis de compenser un peu les inquiétudes face justement à cette politique de droits de douane aux États-Unis. L'Allemagne a connu une croissance de 0,2% sur ce premier trimestre, mais l'Espagne et l'Italie ont fait mieux. Donc, bon, sur l'Europe, j'aurais tendance à dire oui, plutôt l'Europe que les États-Unis dans un premier temps, même si on sait, et je confirme ce qu'a dit Armand, que historiquement, les États-Unis, ça reste quand même le marché porteur. Concernant la Chine, comme l'a dit Armand, l'indice PMI de l'industrie manufacturière chinois est passé de 50,5 à 49 en mars, donc c'est-à-dire en baisse. Hein, donc, ce qui montre quand même peut-être cette politique de droits de douane américain qui pèse sur les exportations chinoises. Hein, ça commence à se faire ressentir. Donc, qui pousse aussi justement le gouvernement chinois à orienter peut-être leur politique vers un soutien donc à cette économie chinoise en réduisant les taux d'intérêt et peut-être se tourner vers d'autres pays plutôt que donc peut-être que l'Europe va en profiter ou non de ces exportations chinoises qui aujourd'hui allaient plutôt vers les États-Unis. Donc on est aussi, nous en tout cas en ce qui nous concerne côté Amundi, on est pareil, je vais reprendre un peu, on n'a pas les slides à l'écran, mais en gros, on recherche de la qualité. Émilie, ça te fait chercher dans les slides, on va dire que c'est le slide 9. Voilà, pour les. Voilà, rechercher. Si, c'est ça, c'était précédent. Alors, on recherche la qualité dans le crédit, en particulier en Europe. Voilà. On explore des opportunités
vers des valeurs de qualité avec des évaluations raisonnables. Ouais, on regarde les marchés émergents plus résilients face aux politiques commerciales américaines, pas forcément la Chine, mais il y a d'autres marchés émergents qui peuvent être intéressants. Et on reste diversifié, flexible et toujours une protection avec le. Voilà, en ce qui nous concerne, c'est vrai que les propos d'Armand étaient assez complets. Voilà, de notre côté, ce qu'on peut rajouter. Je vais laisser la parole à Benjamin, peut-être. Oui, merci Claude, du coup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, désolé pour ma connexion un peu plus tardive. Écoutez, comme je n'ai pas tout entendu de la part d'Armand, moi, je voulais juste voir, c'est que au-delà de la macro, quand même, il y a des signaux qui sont quand même assez positifs dans le sens où, pour l'instant, vous savez, il y a la phase de publication de résultats. Je ne sais pas si Armand en a parlé. On commence à avoir les sociétés qui publient. Et nous, on a vu un petit peu on voit que finalement, paradoxalement, par rapport à ce qu'on a pu voir, tout ce contexte assez compliqué sur ces droits de douane, on voit finalement quelque chose d'assez constructif parce que quand vous parlez aux directeurs financiers des sociétés comme Walmart, American Express, Netflix ou autres qui ont publié, ou comme on appelle Kroger. Donc Kroger, c'est pareil, un peu comme Walmart, c'est tout ce qui est distribution alimentaire aux US. On voit finalement que pour l'instant, ils ne ressentent pas en termes de consommation. Alors c'est peut-être un peu tôt, hein, mais on ne sent pas aujourd'hui cette baisse de la consommation. Donc ça, c'est une chose importante. Et aussi, paradoxalement, pour l'instant, à tous les directeurs financiers auxquels on a parlé, d'un plutôt société de distribution aux US, on n'a pas encore ils ne coupent pas les investissements. Et ça, c'est une chose qui est quand même assez importante pour nous. Ça veut dire, pour l'instant, ils continuent. En fait, ils avaient une dynamique d'investissement pour aller, c'est quand même l'investissement qui est actuellement, c'est ce qui permettra à ces sociétés-là d'aller chercher de la croissance organique ou autre pour demain et d'avoir des belles prévisions de résultats. Et donc, finalement, ce cycle-là n'est pas complètement cassé. Donc ça, c'est important. Et l'autre chose aussi, je pense qu'il y a peut-être dans ce contexte un peu compliqué qui a rassuré les marchés, je ne sais pas si ça a été parlé, c'est qu'aujourd'hui, le contre-pouvoir de Trump, entre guillemets, ça a été les marchés obligataires, ça a été les marchés financiers. Et je pense que Trump en a excessivement peur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez sur ce trimestre-là, vous avez 3 500 milliards de refinancement à faire aux US. Et quand vous avez eu dans cette phase un petit peu de tension sur les marchés, vous avez les marchés obligataires, quand vous regardiez le 30 ans américain, le 30 ans américain a augmenté de 35 points de base, ce qui est énorme, qui est un vrai mini-crack obligataire sur le 30 ans. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez un pays comme les États-Unis où les déficits publics sont assez importants? Et ça fait extrêmement peur. Donc, le marché a fait peur à Trump et Trump s'est dit, il y a une certaine barrière par rapport à ça. Donc, ce contre-pouvoir-là, il existe et je ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, ça, c'est une chose intéressante et on appelle ça en fait ça nous permet d'avoir une sorte de floor, en fait, ça nous permet d'avoir une sorte de plancher où Trump ne pourra pas dépasser. Et il y a eu un peu la même chose, je pense que ça a dû être évoqué tout à l'heure, avec Powell. Trump essayait, on attendait le discours de Powell il y a 2 semaines. Trump mettait une vraie pression là-dessus. On avait un petit peu peur aujourd'hui que par rapport à ce scénario qu'on a eu sur cette hausse des tarifs douaniers et puis cette façon difficile à tenir Trump, on avait peur un petit peu que Powell puisse ne pas montrer son indépendance, entre guillemets, et finalement il l'a affirmé, et maintenant on est assez à l'aise parce que pas mal de personnes avaient peur un petit peu du mandat de Powell, et finalement on sait qu'il terminera son mandat jusqu'au milieu d'année prochaine, donc ça c'est quelque chose aussi qui rassure plutôt les marchés. Donc voilà pour la partie américaine, et après je suis ce qu'a dit Claude sur la partie européenne. C'est important pour nous, on l'expliquait déjà en début d'année dernière. On trouvait que, en fait, si vous preniez fin d'année dernière, on avait envie de dire tout le monde anticipait le paradis aux États-Unis et on anticipait l'enfer en Europe. On se disait, nous, attention, parce que surtout quand on anticipe le paradis, souvent les niveaux de valorisation sur les marchés, plutôt actions, sont extrêmement élevés. Donc le moindre grain de sable pourrait faire mal. C'est ce qu'on a vu un petit peu sur la tech ou autre US. Et à vice-versa, en Europe, quand on price l'enfer, si demain vous avez la moindre visibilité, la moindre bonne nouvelle, c'est quelque chose qui peut vous permettre une certaine revalorisation sur les actifs européens. Et une chose qui est importante, au-delà des droits de douane, il ne faut pas oublier ce plan de relance drastique. On a un plan de relance européen sur l'armement et le plan de relance colossal allemand. Souvent, les gérants me disent, ça fait 20 ans que je bosse et ça fait 20 ans qu'on me parle d'un plan de relance en Allemagne. On ne l'avait jamais eu. Là, il arrive. Et c'est quelque chose qui soutient vraiment. Alors, j'avais des slides sur la slide juste avant, pardon, où là, ce qui est intéressant, quand vous regardez les taux de croissance, je pense qu'on en a parlé, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder la dynamique. En fait, vous voyez aux États-Unis,
Bon, bah là, c'est révisé. C'est les chiffres du FMI. Alors, nous, on prend souvent les chiffres du FMI parce qu'ils sont c'est souvent les plus pessimistes, entre guillemets. Donc, au moins, on n'a pas de mauvaises surprises. Et vous voyez que ce qu'on attend pour cette année, c'était révisé à la baisse à 1,8%. 2026, on attend à peu près 1,8% pareil. Vous voyez, en Europe, c'était révisé à 0,8%, mais l'année prochaine, on attend 1,2%. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. C'est la dynamique. Et c'est souvent ce que regardent les marchés. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir réallouer. Et on le voit, hein, les flux aujourd'hui reviennent de plus en plus en Europe. C'est vrai que on en parlera tout à l'heure, mais je pense que actuellement, enfin je pense, non, nous pensons que ce qu'a fait Trump a entraîné quand même une certaine défiance sur les marchés. Et du coup, bah, c'est pour ça que je pense que, et ce qui est plutôt bien, c'est que là où les investisseurs internationaux avaient souvent tendance à focaliser les flux, enfin les investissements aux États-Unis, bah, aujourd'hui, ils vont devenir beaucoup plus global en parlant des émergents et aussi un retour vers l'Europe. Et c'est ce qu'on voit depuis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des semaines positives comme ça, de flux positifs, de flux entrants sur les marchés actions européens. On n'avait pas vu ça depuis à peu près depuis 3-4 ans. Donc, je Super sais bien, pas si... Benjamin, c'est également le cas sur les ETF, hein, des flux, des transferts de flux des US vers l'Europe aussi. Hein. Donc les ETF, c'est principalement les institutionnels qui les utilisent. Et on voit aussi cette dynamique côté Europe. Hein. Alors après, bien entendu, qu'on viendra d'être, comme l'a dit Armand, c'était intéressant parce que effectivement, aux États-Unis, ils ont cette possibilité justement de mid-term et de remettre en question un peu la politique d'un président qui fera un peu n'importe quoi. Je ne vise personne, mais en tout cas, les mid-terms pourraient éventuellement changer la donne. Donc ça, c'est à surveiller. Et puis, on voit très bien les entreprises qui étaient un peu orientées Trump, à commencer par Tesla, se dire bah, finalement, c'est une politique qui ne va pas en ma faveur. Donc ça peut aussi faire un peu ralentir la politique que Trump avait envisagée au départ. Donc, c'est à surveiller. Et effectivement, s'il y avait un retournement, on l'a vu, ne serait-ce que sur ces 90 jours hein, de délai de taxes douanières, bah, il peut y avoir un revirement assez violent aussi sur le marché. Donc, il convient, ce sera de toute façon une année très volatile et il convient d'être très vigilant et de pouvoir peut-être arbitrer assez rapidement d'une région à une autre, en tout cas sur ces investissements actions. Mais s'il faut voir un côté quand même positif pour la classe d'actifs risqués actions, c'est qu'on repart quand même sur des bases un peu plus saines. C'est-à-dire que là où il y avait certaines bulles, on a eu des bulles qui sont quand même dégonflées. Vous voyez des boîtes comme Tesla qui avaient perdu 70% de leur capitalisation sur une semaine. Donc là, ce qu'on voit, voilà, on va revenir sur des marchés peut-être un peu plus sains en termes de valorisation. Bien entendu, on en parlera tout à l'heure, mais les marchés actions américains ça reste la locomotive du monde et donc ça restera toujours intéressant d'y être. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'aller sur des pays émergents, d'aller en Europe aujourd'hui où les niveaux de valorisation relatifs étaient inférieurs, on retrouve voilà, l'appétence et on retrouve des catalyseurs en dehors de la zone américaine, en Europe par exemple, avec ce plan de relance drastique qui devrait inciter les investisseurs à revenir dans cette zone géographique, tout simplement. Audrey, tu as l'honneur de quasiment conclure notre point macro. Veux-tu bien rebondir en 2-3 minutes sur ce qui Ouais, vient bah, d'être dit? ça va aller vite parce que tout a été très, enfin, abordé. Je partage pratiquement tout ce qui a été dit. On a tout comme Fidelity, pas de scénario de récession qui n'est pas notre scénario majeur, mais qui augmente au fil du temps. On est aujourd'hui dans une incertitude, on navigue à vue, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Même le FMI, et que je partage l'avis de Benjamin, on aime bien regarder les prévisions du FMI. Même eux disent, dans le contexte, on peut faire des prévisions à ces niveaux-là, mais on n'a encore aucune idée des impacts. Il y a eu un phénomène de stockage des entreprises, donc un phénomène où on a acheté des biens parce qu'on sait que ça va augmenter. Pour l'instant, l'impact sur la consommation des droits de douane et sur les entreprises, on le voit à peine, donc on ne sait pas trop. Tout ce qu'il faut faire, et c'est un peu revenir à la base, hein, c'est regarder chaque entreprise une par une dans les portefeuilles, s'assurer qu'elles vont bien, qu'elles sont en bonne santé, parler au directeur financier, comme le disait Benjamin, et voilà, un peu avoir le pouls de ce qui se passe au niveau micro, au niveau des entreprises, suivre la macro, et puis on ajuste les portefeuilles et on se concentre sur la qualité. La qualité, et on va éviter les biais. Donc on se recolle aux indices, en tout cas c'est ce qu'on fait chez JP. On se recolle aux indices, donc on n'est plus surpondéré sur les actions américaines. On est revenu neutre sur les actions européennes. On était plutôt sous-pondéré. Voilà, on essaye de revenir sur des choses qu'on maîtrise, qu'on connaît, et puis on ajuste les portefeuilles. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Trump va continuer certainement à créer cette volatilité, cet environnement qui n'est pas propice à beaucoup de sérénité, mais en tout cas, il embarquera tout le monde
dans sa chute potentielle et dans sa hausse potentielle. Donc, ça va être de la négo, de la négo, de la négo. Il y aura forcément des niveaux de droits de douane qui vont persister, qui donc auront des impacts et il faut trouver les gagnants. La diversification aussi au niveau, par classe d'actifs. Benjamin, il a une très belle, maison qui fait un super fonds obligataire. L'obligataire a tout son sens dans ce contexte. Les actions, il y a des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Les US sont chahutés, mais regardez les résultats de Meta et de Microsoft la semaine dernière. Donc, il faut aller trouver les bonnes boîtes et c'est ce qu'on sait faire, c'est être au plus près des entreprises dans lesquelles on est investi et puis faire évoluer nos pondérations dans les portefeuilles par rapport à ce qui se passe et ce qui est annoncé dans le monde. Voilà à peu près. Donc, on ajuste et on attend, chaque jour, il y a une nouveauté qui sort. Donc, on ajuste par rapport aux différents chiffres qui sortent. Merci Audrey. Alors je vais conclure cette partie macro. Euh, Tu as dit une phrase qui est intéressante et très importante parce que ça tape souvent sur Trump. Alors moi, je dis, peu m'importe hein, qu'on tape ou pas, mais tu dis Trump entraînera tout le monde dans la chute ou entraînera tout le monde dans la hausse. Et en fait, Trump, il est obsédé par une chose, c'est le poids de la dette américaine et sa relocalisation industrielle au niveau des États-Unis. Et pour ça, il a besoin d'un dollar faible qui va réduire le poids réel de la dette et puis qui va permettre de montrer qu'en relocalisant, on va avoir une production américaine qui devrait être moins chère que les importations. Et ça, c'est très important dans son schéma. Le risque de ça, par contre, c'est l'inflation et c'est la dédollarisation du monde, pour lequel il n'a aucun intérêt et c'est pas du tout ce qu'il recherche. Hein. Donc, on est circonspect de voir si, on peut le dire, son coup de poker avant les mi-termes va fonctionner. C'est ma première remarque. La dernière, pour conclure, c'est effectivement, quand on regarde ce pourquoi on fait de la macro, c'est-à-dire l'allocation d'actifs, bah, qu'est-ce que vous faites en fait dans vos différentes maisons, si je peux résumer? Vous renforcez la diversification géographique en réduisant quand même les actions américaines, puisque la politique de Trump aujourd'hui est très volatile, en augmentant l'exposition sur des marchés développés aux États-Unis comme l'Europe et le Japon, voire même certains marchés émergents résilients, si je peux me permettre de le dire comme ça. Favoriser aussi des secteurs défensifs, hein, services aux collectivités, santé, du coup tout ce qui est moins sensible au cycle économique. Et puis bien sûr, en sous-pondère, mais Benjamin nous en parlera peut-être sur l'Europe, on sous-pondère aussi les secteurs cycliques comme l'automobile, les biens durables, la tech, hein, qui sont exposés notamment aux chaînes de production mondiale. Et on le voit d'ailleurs, même si les résultats sont bons, hein, les grands de la tech américaine alertent quand même sur le fait que l'inflation sur l'ensemble de la chaîne est en train de fortement impacter les résultats. Et puis bien sûr, avoir un cash is king, hein, avoir une poche de trésorerie ou d'équivalent de trésorerie hein, avec des fonds monétaires ou de l'obligation court terme dans les portefeuilles. Alors on n'a pas parlé de couverture forcément contre le change, mais on pourrait en mettre un bout. Et puis surtout, hein, ça va être l'objectif d'ailleurs de notre mois de juin, de notre mois de juillet, ça va être de miser sur des actifs réels ou alternatifs comme l'or, les métaux précieux, les infrastructures ou des choses comme ça. Donc vous voyez qu'on a encore plein de choses à faire dans les portefeuilles. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vraiment de visibilité qu'il y a de la volatilité. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire en portefeuille. Hein. C'est très dynamique, hein, la gestion de portefeuille, pour aller chercher, comme l'a dit Claude, hein, être capable de bouger nos allocations, de bouger les allocations de vos gérants de manière idoine et de manière très rapide. Je pense avoir résumé correctement votre pensée à tous. Très bien. Émilie, je crois que c'est le tour de la présentation du fonds de Benjamin, ou je me trompe? Tu as raison, c'est bon. Eh bien, c'est parti. Je sais. Bonjour. Vous m'entendez? Je ne sais pas si Yufeng, c'est toi qui... Vous m'entendez? Voilà. Allô? On t'entend bien? Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Super. Ok, bah, en fait, ce mois-ci, bah, ce qu'on va présenter, c'est un fonds de DNCA sur l'action Value Europe. Hein. Avant d'entrer dans le détail de fonds, bah, juste un petit rappel, pourquoi Europe Value? C'est ce qu'on avait constaté lors du webinaire précédent, juste la semaine, juste après le choc de volatilité que Trump a provoqué. On a constaté que, bah, en fait, le marché action global a vécu une forte volatilité. Par contre, côté de l'Europe,
notamment Action Europe, a été particulièrement résistante. Et c'est là que c'était très intéressant parce que à ce moment-là, plein de gens se posaient la question, est-ce qu'on entre dans la crise? Est-ce que c'était la fin du monde? Et ça, c'était intéressant parce qu'en général, hein, quand il y a une crise, bah, le premier qui subit, c'est l'émergent, ensuite l'Europe et ensuite les US. Et là, on l'a vu que les actifs financiers européens étaient particulièrement résistants parce qu'il n'y a pas d'action, il y a aussi le taux, les obligations, etc. Donc voilà, il y a une raison empiriquement pour faire croire, pour nous laisser penser que c'était plutôt une, comment dire, renormalisation de volatilité ou un saut de volatilité temporaire qu'une crise profonde qui a débuté. Voilà. Donc, bah après, la question à se poser à ce moment-là, maintenant, c'est pourquoi l'Europe? Pourquoi Action européenne a mieux résisté que les autres en général, cette fois? Bah, en général, moi, je pense que Benjamin a déjà évoqué deux raisons tout à l'heure principales. C'est, première chose, l'Europe n'est pas chère par rapport aux deux autres, par rapport à l'Asie, par rapport aux émergents, par rapport aux US. C'est peut-être le marché le moins cher sur le marché action. Ça fait 14 ans, ça surperforme. Donc, à un moment donné, forcément, le prix, ça doit se réajuster. Et moi, je me rappelle quand j'étais gérant, mes principaux clients étaient fonds souverains Europe du Nord et asiatique. Et ils étaient désespérés par la sous-performance de l'Europe. Chaque fois, ils revenaient en espérant que ça repartait, mais ça n'a jamais duré longtemps. La question à se poser cette fois, est-ce que ça peut durer? Alors, moi, je pense qu'il y a trois raisons. Première raison, pour croire que ça peut durer. Première raison, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, Benjamin. L'actif financier, l'action européenne sont vraiment pas chères, première chose. Deuxième chose, ça a été évoqué par Benjamin aussi, il y a un vrai changement de paradigme au niveau de la politique budgétaire au niveau européen. C'est pas que le côté Allemagne, hein, donc tous les pays du Nord et même la France, on parlait de l'austérité juste avant. Bah, maintenant, on n'en parle plus, même si on ne parle pas de l'expansion budgétaire, mais on ne parle pas de l'austérité, c'est déjà pas mal. Voilà. Ça, c'est un changement de paradigme budgétaire qui est très important pour relancer la perspective économique à long terme. Et troisième chose, ultra important, on en parle très peu, c'est que depuis quasiment 30 ans, c'est la première fois on a plus de lisibilité sur la politique monétaire de la BCE ou de Banque centrale européenne que la Fed. Ça n'a jamais été produit. Auparavant, la BCE a toujours suivi la Fed ou subi le marché. Et là, c'est la première fois. La BCE a une crédibilité assez unanime dans le monde. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Pourquoi l'Europe? Et deuxième chose, pourquoi value? Pourquoi value dans ce contexte-là surperforme les autres? Pareil, il y a trois raisons. Première raison, c'est la différenciation des pontifications de la courbe de taux. On parlait tout à l'heure de la courbe de taux US, le taux US, etc. Déjà, la courbe de taux, elle est représentative de la perspective économique par les agents économiques. Ça, c'est la première chose, c'est mon anticipation, donc c'est purement un facteur économique. Mais pour le value, pour les entreprises, il y a trois secteurs principaux. Il y a l'industriel, financier, donc le banque, et le santé. Ces trois secteurs-là, le plus représentatifs, on va dire, sont très dépendants, sont un besoin de fonds de roulement assez important en général. Donc, ça veut dire quoi? Ils empruntent à court terme pour investir à long terme. Donc, si lorsqu'on a un cours de taux assez pontifié, ça veut dire ils empruntent pas cher pour avoir une meilleure perspective de rendement à long terme, ce qui est extrêmement positif pour ce genre de secteur avec une pente comme actuellement, si vous regardez, la pente européenne a surpassé, que ce soit en termes de vitesse ou en termes de spread, largement que la pente US. Donc c'est pour ça, value, première chose, en termes de fondamental pour les entreprises value, c'est extrêmement positif au niveau du financement. Et deuxième chose, et deuxième facteur très important pour le value, c'est l'appréciation de l'euro. Pourquoi? Bah, pareil, c'est toujours un beau financier. L'appréciation de l'euro fait que, en plus, avec la baisse de dollar, la baisse des matières premières, bah, les entreprises, les industriels européennes vont pouvoir acheter les matières premières moins chères. Donc, pareil, ça améliore leur bilan, d'une part. Ça, c'est au niveau micro. De l'autre côté, macro, bah, ça veut dire que la BCE va encore avoir plus de marge pour baisser le taux court terme. Donc, créer cette pontification tout à l'heure, je dis. Donc, c'est très positif. Voilà, c'est le deuxième facteur qui influence à la fois l'euro-dollar, influence à la fois micro, à la fois macro pour les entreprises européennes.
qui sont très dépendants de ces facteurs-là. Et enfin, troisième, c'est on l'avait déjà dit tout à l'heure, le budgétaire. En général, le budgétaire aujourd'hui, même si comment dire, toute l'expansion budgétaire a été annoncée côté, on va dire, armement, militaire, ou toute l'économie industrielle, comment dire, domestique. Donc, en général, les secteurs value sont très domestiques. Beaucoup plus que la technologie, beaucoup plus que la croissance, qui sont plutôt internationales et sous le secteur exportation. Voilà, ces trois facteurs font qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses, pas mal d'éléments pour, anticiper une surperformance plus durable du facteur value, notamment européenne. Voilà. Donc ça, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu lors de notre précédent webinaire, l'analyse quantitative et qualitative, pourquoi le facteur value Europe surperforme et ça peut durer. Maintenant, justement, on va regarder comment on peut profiter de cette tendance-là. Sur la plateforme de InvestBoard, on a très vite identifié un très bon fonds spécialisé dans ce secteur-là. C'est le fonds de Invest Value Europe de DNCA. Voilà. D'ailleurs, si vous voyez mon écran, on regarde sur 3 dernières années, voilà, parce qu'on parle du momentum à court terme, donc c'est pas un court moyen terme, donc c'est pas la peine de regarder sur 10 ans, mais c'est un fonds qui a prouvé son track à long terme, hein. Et on voit que sur 3 ans, par rapport à la moyenne des pairs, donc quand je dis pairs ici, c'est tous les fonds qui sont spécialisés dans la stratégie Value Europe, hein. Donc, ils surperforment la moyenne des pairs plutôt presque 10% sur 3 ans, voilà, avec un profil de risque similaire, 14% de volatilité et 18-17% de rendement. Voilà. Donc, voilà. C'est déjà de ce premier vue, on constate c'est un fonds qui est capable de générer un alpha par rapport à ses pairs value en Europe. Est-ce que Benjamin, tu peux nous aider un peu à comprendre la philosophie derrière, le secret de cette surperformance? Alors, je ne sais pas si c'est la potion magique. Non, non, c'est juste pour dire, alors, sur Value Europe, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN de DNCA, on a quand même un ADN extrêmement bon père de famille depuis toujours. On essaye toujours, bien entendu, si on gère un peu plus de 40 milliards, c'est qu'on a fait de la performance sur le long terme, mais toujours en essayant d'atténuer les soubresauts de marché. Et je parle de potion magique parce que je dis toujours qu'on est un petit peu le village gaulois dans l'environnement un peu des boutiques là-dessus. Mais ce qu'on veut dire, donc un ADN fort de la value. Et pour nous, qu'est-ce que c'est la value européenne? Alors, est-ce qu'il y a de meilleures values que d'autres autres? Nous, ce qu'on veut aujourd'hui dans un fonds comme Value Europe, pardon, c'est vraiment avoir un fonds de conviction où on fait très attention en fait à la valorisation des actifs et sur lequel on se permet pour un fonds value d'être peut-être un peu plus orienté sur la qualité, entre guillemets. En fait, on est capable aujourd'hui, dans un fonds comme Value Europe, de prendre des convictions fortes. Je pense que la différence de performance qui s'est faite à court terme, là, tout à l'heure, Jean-Marc en parlait. C'est vrai que nous, pour un fonds Value aujourd'hui, on n'a pas toute la partie qu'on va appeler Deep Value. Donc, c'est vraiment les boîtes très décotées, comme le secteur automobile, sur lequel on n'a quand même pas énormément de visibilité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'être agnostique des indices, vous savez, des indices. Et ce n'est pas parce que dans l'indice value, vous allez avoir un pourcentage d'automobile qu'on va se forcer à mettre de l'automobile. Si on pense que l'automobile, à un moment donné, ne rentre pas en fait dans nos critères de sélection, on n'en aura pas. Donc là, ce qu'on voit depuis notre surperformance quand même depuis 3 ans, il faut savoir que là, à moyen terme, on n'avait pas d'automobile en portefeuille, on avait très peu de toute la partie utilities. Nous, on avait renforcé en amont la partie défense. La partie défense, c'était un peu plus de 8% de notre portefeuille. On avait déjà renforcé ça au moment de la crise, enfin de la déclaration de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et on a un profil un petit peu peut-être plus qualitatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on se permet, sur un produit comme Value Europe, de pouvoir intégrer des sociétés qui avaient plutôt un profil croissance et qui, à un moment donné, ont une décote importante parce qu'elles pâtissent soit d'une cyclicité, soit d'un environnement concurrentiel peut-être incertain à un moment donné, soit de législations qui vont pas dans leur sens. L'exemple que j'ai là actuellement, hein, c'est une boîte comme Edenred,
qu'on vient d'intégrer au portefeuille. Edenred, vous connaissez tous, hein, c'est la partie digitalisation, monétisation des tickets de restaurant ou autre. Il y a eu un problème en Italie où les niveaux de commission sont remis en cause. La même chose au Brésil. Donc, un peu moins de visibilité sur le titre. Le PE, à l'époque, la boîte se payait 20 fois. Aujourd'hui, elle se paye un peu moins de 10 fois. Donc, tous les gérants croissance ont vendu cette boîte, était dans tous les portefeuilles croissance Europe. Les gérants l'ont tous vendu parce qu'il n'y a plus ce profil de visibilité sur la croissance organique qu'il y avait à l'époque. Mais nous, dans ces moments-là, on voit une société dont la valorisation est divisée par deux, avec des perspectives de croissance des d'EBITDA qui sont toujours de 10%. Nous, on aime bien ces boîtes-là et on se dit, bon, voilà, le business n'est pas mort, si je caricature un petit peu, hein. Il y a toujours aujourd'hui un vrai potentiel de rebond. Et nous, on est attractif à ce moment-là. On se dit, on veut bien aller chercher des valeurs un peu de qualité et qui sont toutes ces valeurs historiques de qualité ou qui sont à un moment donné remises en cause par le marché, comme on l'a fait par exemple aussi avec une boîte comme Publicis qui a quand même reconstruit complètement son modèle. Donc nous la value, c'est quoi? C'est pas simplement acheter des sociétés décotées. Quand une société est décotée, elle l'est parce qu'il y a un facteur qui a fait qu'elle a été décotée. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir si le management a pris conscience de ça, si la société est capable d'investir pour bien se repositionner stratégiquement. Et c'est dans ce sens-là où, en fait, on va aller accompagner les entreprises et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher cette surperformance. Mais il faut aussi avoir de vraies convictions et c'est être capable de ne pas surpondérer certains secteurs à des moments donnés ou de complètement se restreindre de ces secteurs-là et de pouvoir gérer, d'avoir un fonds de conviction. Et une chose très importante quand même, hein, dans un fonds value, ça paraît un peu tarte à la crème quand je dis ça, mais c'est vraiment, nous, on a une attention qui est primordiale sur l'aspect bilanciel. Alors, bien entendu, tout le monde va dire, oui, mais bon, personne n'investit dans des boîtes où les bilans ne sont pas sûrs. Quand on est sur un fonds value, c'est vraiment très, très important. L'analyse financière, c'est primordial là-dedans et on ne peut pas prendre ce risque-là, surtout dans cet environnement qui est un peu incertain. Mais voilà, donc j'espère avoir un petit peu résumé là-dessus. Mais voilà, c'est ce qu'on essaye de faire sur un produit comme Value Europe. Et après, Yongfeng, tu as très bien expliqué pourquoi nous, on trouve qu'un fonds Value Europe aujourd'hui fait vraiment sens dans une allocation. Et je reparle encore des plans de relance qu'on a eu actuellement qui sont vraiment des catalyseurs. Quand on en parlait, en fait, tout à l'heure, tu parlais des niveaux de valorisation. Oui, les niveaux de valorisation. Alors, quand vous regardez la moyenne historique sur le marché européen, on n'est pas si peu cher, on est dans la moyenne historique, mais c'est vrai, quand vous comparez les niveaux en relatif par rapport au marché américain, au marché émergent ou autre, c'est sûr que l'Europe aujourd'hui est dans des niveaux en relatif extrêmement bas. La décote est historiquement importante. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les marchés aiment bien la visibilité pour pouvoir revenir sur certains actifs. Et là, on retrouve une visibilité quand même grâce à ce plan de relance européen et allemand qui est assez importante. Donc, on aura toujours un peu de défense. Mais vous voyez, nous, par exemple, ça, c'est un sujet. C'est là où tout le monde commence à racheter de la défense dans les valeurs croissance, dans tous les fonds croissance. Nous, sur Value Europe, on commence à céder un petit peu. On a commencé à alléger la partie défense dans le portefeuille. On avait un peu plus de 8%. Aujourd'hui, on doit en avoir 5% du portefeuille. Donc, on commence à alléger. Pourquoi? Parce que par rapport au prix où on l'avait acheté à l'époque, on a eu quand même des parcours qui ont été assez importants. Vous avez des sociétés aujourd'hui, des sociétés un peu de moyenne capitalisation qui ont pris plus de 100% depuis le début de l'année ou autre. Dans ces moments-là, nous, quand ces boîtes commencent à prendre un profil plus croissance, on a tendance à restreindre nos investissements sur ce domaine-là et de pouvoir aller sur d'autres domaines. J'ai une autre chose aussi qui est importante et c'est une petite stat parce que souvent on dit tiens, la value européenne, c'est pas très sexy. Une des grosses composantes sur notre portefeuille est bien sûr les valeurs financières. Et je ne sais pas si vous avez cette stat, je l'avais réimprimée, mais si vous regardez depuis 2021, quel est le secteur qui a le mieux performé dans le monde? Aujourd'hui, vous avez si vous prenez de 21 à mi-2024, mais je pense que c'est toujours bon depuis à maintenant, en fait, vous regardez que le secteur bancaire européen a fait à peu près 142%, quand les 7 magnifiques n'avaient fait que 75% à peu près. Donc, je pense que quand on en parle à beaucoup de gens, hier, c'est énorme parce que j'en ai parlé à un gérant qui n'avait même pas ça en tête, enfin un gérant sur un autre domaine. Mais en fait, les bancaires européennes ont fait bien mieux que les 7 magnifiques sur les 4 dernières années et demie à peu près. Alors, c'est sûr qu'il y a eu 2022 qui a été une année très compliquée pour les 7 magnifiques, mais quand on voit où tout le monde nous parle de ces valeurs-là, personne ne penserait aujourd'hui que les bancaires européennes ont fait aussi bien. Donc voilà. Ouais, parce que le secteur bancaire a été un peu has-been à cause de la quantitative easing. Donc, il faut rappeler quand même le business model de banque, c'est quoi? C'est prêter à court terme, emprunter à court terme, sauf pour prêter à long terme. Donc,
plus la courbe elle est pontifiée, plus c'est rentable pour eux parce qu'ils en prennent vraiment pas cher pour prêter très cher. Et comme dans la quantitative easing, on a la courbe qui est renversée, hein. Donc, en fait, c'est pour ça que les banques perdaient l'argent. On en parlait, on entendait tous les temps qu'en quoi chaque année, ils étaient beaucoup plus, les résultats étaient encore plus décevants que les années précédentes. Et bah, pour une fois, bah, là, il sort de 10 ans de comment dire, quantitative easing. On a une pente qui est beaucoup plus prononcée et favorable à la rentabilité. Et ça va durer. Et une autre chose qui est intéressante pour l'Europe, hein, et pour la value européenne, où j'avais parlé du plan de relance, j'avais parlé un petit peu des retours des capitaux vers l'Europe. Et l'autre chose aussi, hein, c'est que si demain on arrive vers la fin d'un conflit en Ukraine, enfin en Ukraine, on pourrait aussi avoir des marchés européens qui saluent cette fin de conflit et ça pourrait être aussi un autre catalyseur. Alors, on l'espère déjà d'un point de vue humain ou autre que ce conflit s'arrêtera là, mais il faut voir aussi que ça peut être un catalyseur pour les marchés européens. Donc il y a beaucoup plus de visibilité aussi sur l'Europe et beaucoup plus de visibilité qui pousse à aller sur ce segment value. Et après, bah, voilà, dans le choix, dans la sélection de valeurs, à nous aujourd'hui de continuer à avoir cette gestion de conviction agnostique un petit peu de nos benchmarks et de ne pas hésiter à surexposer ou sous-exposer des secteurs sur lesquels on a une vraie confiance. Ouais. Merci Benjamin pour cette présentation sur le côté philosophie et l'histoire, storytelling du fonds. Et, bah, en fait, c'est très bien quand tout va bien, tout va dans le sens qu'on veut et que on a un bon fonds qui nous permet de profiter de notre vision. Après, c'est important de regarder aussi le scénario inverse, hein. Supposons que en fait tout va pas dans le sens qu'on souhaite, hein. Il est important dans ce sens, à ce moment-là, de non seulement regarder le track du fond quand ça va bien, il est important aussi de regarder le profil de risque que le fonds est capable d'apporter. Et là, ce qu'on voit, c'est que le fonds, par rapport à ses pairs value en Europe, hein, lorsque le pair en moyenne monte 1%, ce qu'on voit que le fonds, il est capable de ramener 1,5%. Ça veut dire en moyenne, hein, c'est-à-dire quand le pair monte, le value, quand c'est favorable pour le facteur value, bah, le fonds profite plus que ses pairs. Et quand le pair baisse 1%, voilà, quand c'est moins favorable, hein, bah, le fonds en moyenne ne pèse que 0,93%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonds aujourd'hui apporte, hein, une gestion asymétrique, donc qui permet de mieux profiter du facteur quand c'est positif et plus défensif quand c'est plus risqué, plus hostile l'environnement. Ça, c'est très intéressant. C'est tous les temps, c'est quelque chose que j'invite à tous nos utilisateurs, à tous nos clients à regarder tous les temps. Ça, c'est très important dans un secteur dans la sélection de fonds parce que pour moi, quelque part, c'est facile de créer une surperformance. Il suffit de rajouter du bêta, hein, quand ça va bien. Et notamment quand c'est un peu le piège, quand on regarde la performance passée, 3 ans, 5 ans, il suffit que ça soit de bull market par rapport aux facteurs, hein. Et bah, c'est ce genre d'indicateur qui nous permet d'anticiper un peu, comprendre d'un peu vraiment en profondeur le style de la gestion et l'alpha. Finalement, c'est l'alpha. Le véritable alpha, c'est la différence entre le bull market et bear market que le gérant est capable de faire. Donc voilà. Donc si on regarde d'ailleurs par la zone en classe, bah, le fonds se classe dans la zone de meilleur fonds. Pourquoi? Parce qu'il est capable de faire mieux que le fonds, que le moyen de pair dans le bull market et mieux également quand le facteur baisse. Et alors, il y a plein de paires qui sont plutôt dans le côté défensif. Ça, on constate sur 3 ans, mais on constate également la même chose sur à peu près 5 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est sur 5 ans, on voit bien le fond, il n'est pas statique. Il est capable de déplacer son curseur. C'est ce que Benjamin tout à l'heure a évoqué. Il y a une vraie continuité et aussi dynamique de l'histoire, de vision. Moi, ça me fait toujours penser à mon prof de la chimie au collège, hein, qui n'a pas changé son cahier pendant 30 ans. Ça, c'est toujours quelque chose de traumatisant pour les gens. Et pour les investisseurs, ça, c'est pareil. Quand on a un gérant qui ne change jamais son portefeuille, ben, on ne sait pas pourquoi on paye pour ça. Voilà. Justement, d'ailleurs, parlons de caractéristiques, hein, et de frais. La part de fonds qu'on présente ici, il est à 2,6% de frais courants. Voilà. C'est pas une part pas chère, hein. Donc, la question se pose tout de suite, hein. C'est que, OK, c'est intéressant par rapport à la moyenne de paires, hein, mais par rapport au tracker. Avec un tel niveau de frais,
Est-ce que par rapport aux conseillers que vous êtes tous, est-ce que je ne suis pas exposé à mes clients qui m'interrogent sur la question de, en fait, je choisis le par pour la question de rentabilité, même une question de value for money, hein, donc question réglementaire, on est emmené à justifier. Justement, comme d'habitude, on va comparer le fonds, le challenger avec de trackers. Alors, je vais rajouter deux choses. Je vais rajouter le tracker Value Europe, donc vraiment, comment dire, le tracker du facteur du fonds. Et ensuite, je vais rajouter le tracker Eurostock 600, qui est le benchmark du fonds. Et pareil, on va constater sur 3 ans. Là, ou pas? On va mettre là pour finir. Il n'y a pas le Vous derrière. voyez, le vert, c'est le fonds, c'est la part de fonds du fonds, là. En orange, c'est Eurostoxx 600. Et en rouge, c'est MSCI Europe Value. Voilà. Donc, comment dire, sur le graphique, on voit que la paire de fonds surperforme. Mais concrètement, sur la période, ça apporte plus de 1,70% de rendement annuel. Donc, sur 3 ans, donc, ce qui est très notable, parce que je tiens à souligner, parce que la question se pose tous les temps posée chaque webinaire. Ici, l'analyse, c'est net de frais du fonds. Net de frais, tout, c'est analysé sur la BL net de frais. Donc voilà, ici, l'impact de frais est déjà enlevé. Voilà, on voit ça sur le 3 ans. C'est assez intéressant. Malgré le niveau de frais, le fonds est capable la part du fonds est capable de surperformer le tracker. Et si on regarde sur différentes années, et là, on voit que, en fait, comment dire, par rapport au le value, on a quasiment soit équivalent, soit il n'y a que depuis le début de l'année, on a une différence. Sinon, globalement, le fonds est capable de surperformer le tracker. Une chose que je trouve ici assez intéressant par rapport à ce que Benjamin tout à l'heure a souligné, c'est qu'on voit un profil de risque globalement. Moi, je regarde le ratio chat qui est meilleur par rapport à son benchmark et par rapport au ETF tracker value. Cependant, il y a une chose très importante, regardez la corrélation. C'est un DNCA par rapport à MSCI value, il est assez diversifié. C'est pas une corrélation, c'est-à-dire c'est pas. Tout à l'heure, Benjamin parlait que vous avez essayé de tracer une histoire, une différenciation de l'histoire de value d'Europe. Voilà. Dans cette analyse, je le vois. Après, je constate, comme sur votre benchmark, il y a quand même 90% de corrélation. Donc, du coup, ça m'a fait tilter tout à l'heure. Hier, je regardais l'analyse, je me suis posé la question. Et tout à l'heure, vous avez vous avez évoqué l'histoire. Il y a une valeur qui était croissance, et ensuite qui a décroché, vous la prenez. Et voilà, ça s'explique. Donc, du coup, quelque part, vous êtes un peu plus blend, si je peux me permettre de dire ça, que l'indice value, même pour que vous construisez votre histoire un peu plus diversifiée, mais tout en restant value et surperformer votre benchmark. Voilà. Ça, c'est assez. De toute façon, on voit en général, le meilleur gérant, ce n'est pas le gérant qui cherche à coller, à être dogmatique. Ce sont des gérants en général très flexibles dans leur stratégie, dans leur classe d'actifs. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je constatais hier, qui est intéressant à voir. Voilà, c'est petit, comment dire, c'est des petites séances d'analyse de fonds sur Invest Value Europe de DNCA. Je ne sais pas si Benjamin, si vous avez des choses à rajouter. On va t'embaucher dans l'équipe, Yofeng. Non, rien à rajouter. Un grand merci. Aussi, une chose, c'est que tu comparais par rapport à tout l'aspect futur ou autre. Et ça, c'est une chose dont on en parle depuis longtemps, les gérants. Mais c'est vrai que là, on le voit de plus en plus. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est vrai qu'on pense qu'on revient sur des marchés plus sains en termes de valorisation. Et quand on retourne sur des marchés plus sains en termes de valorisation, normalement,
le stock picking redevient sur le devant de la scène et normalement, on devrait faire face à des fonds d'investissement qui arrivent aujourd'hui à régénérer de l'alpha par rapport à tous ces trackers qui ont très bien surperformé ces dernières années. Donc, on devrait retrouver une prime à toute la partie sélection de valeur, stock picking. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui va dans le sens de notre société et de la société de mes camarades qui ont parlé macro tout à l'heure. Oui, du coup, Benjamin, ce que vous avez dit, ça me fait penser à mentionner, c'est très important. Là, on présente le fonds. Vous voyez, quelque part, il y a presque que le côté positif. C'est très attention, je souligne, s'il ne s'agit pas d'un conseil, on ne cherche pas à vendre le fonds. Mais c'est parce que tous les fonds qui sont présentés ici ont été présélectionnés. On a analysé, on a cherché le meilleur fonds qui doivent surperformer leur pair, surperformer le tracker. C'est pour ça, quand ils arrivent, évidemment, on voit, on a pré-marché le travail pour vous, hein. Donc, d'une part, c'est pour vous fournir vraiment une matière d'éducation, de formation, de comment sélectionner un fonds, comment sélectionner le meilleur fonds. Et d'autre part, c'est comment on peut avoir un œil critique, hein, par rapport à ces analyses-là. Voilà. Ok. Jean-Marc, avant que tu reprends la parole, je fais juste une petite introduction, une teasing par rapport au sujet que tu as évoqué pour le mois suivant, c'est sur l'or, hein. Donc la matière d'or, c'est très important. Tout à l'heure, j'avais évoqué que sur le marché, finalement, on presse pas tant, on n'évalue pas tant la crise, c'est plutôt un rebond de volatilité. Maintenant, depuis 3 semaines, 2 semaines, le marché rebondit. La question à se poser, c'est vraiment, est-ce que ça y est, on est en train de s'en sortir? Parce que finalement, globalement, Trump s'en sort très bien. On a une hausse de volatilité sur le marché de taux, mais le dollar baisse. Et comment dire, le marché dérape pas tant que ça. La matière première baisse. L'inflation est relativement maîtrisée aux US, mais si la perception, elle n'est pas bonne. Mais si sur certains comment dire, secteurs, on constate qu'il y a une hausse de prix. Mais globalement, c'est pas en dehors du contrôle. Donc, mais justement, la question à se poser, c'est que est-ce que ça y est, tout le monde, la version au risque est partie, c'est reparti, on risque de avoir le bull market risque de revenir. Justement, nous, on a constaté, on regarde un peu la comparaison entre le marché action et le métaux précieux, notamment l'or. Ce qu'on constate, c'est que, en fait, l'or, si on le considère comme une matière de la version risque, hein, c'est-à-dire quand la version risque augmente, les gens achètent l'or, on voit que, en fait, cette version risque n'est pas totalement évacuée parce que l'or continue à surperformer. Donc, il y a un effet de retour parce que tout à l'heure, Armand a évoqué l'effet exagération. Voilà, effectivement, peut-être il y a un retour parce que ça a été un peu exagéré le mouvement, mais ce n'est pas pour autant que la version risque global est partie et s'est affaiblie. Ça, c'est une chose très importante à préciser lorsqu'on constate l'évolution de matières premières, matières métaux précieux. Et deuxième chose, je fais les teasings pour le mois suivant, c'est que lorsqu'on regarde la corrélation entre action et l'or, on est à une corrélation quasiment zéro. Donc, c'est quelque chose de très intéressant en termes de diversification du portefeuille. Voilà, je te rends la parole, Jean-Marc, pour la Merci. suite. Est-ce que nos participants ont une ou deux questions à poser à ce niveau-là avant qu'on passe à Altaroc pour le private equity? Ne vous gênez pas, soyons concrets, pragmatiques, dynamiques et transparents. Non, on considère que personne n'a de questions. Il ne se passe rien dans le chat. Personne ne lève la main. Eh bien, Sarah, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, je vous présente Louis Flamand, notre Bonjour à CIO, tous. qui va vous faire un point sur le private equity, notamment les secteurs en vogue. Oui, bonjour à tous.
Le terme flash market n'est pas, je dirais, vraiment très adapté au private equity, qui est une classe d'actifs à long terme. Lorsqu'on investit dans un fonds de private equity, on investit pour au minimum 10 ans. Et un gérant de fonds de private equity investit avec un horizon de détention des actifs de 5 ans en moyenne. Par conséquent, les thèmes d'investissement sont des thèmes structurels, des thèmes de long terme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une véritable révolution silencieuse dans le monde du private equity. C'est le secteur des logiciels. Ce secteur est devenu, en l'espace de quelques années, le plus recherché et le plus disputé par les fonds de private equity. Alors, pourquoi cet engouement? Pourquoi est-ce que tous les grands noms du private equity veulent aujourd'hui leur part du gâteau logiciel? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, historiquement, le logiciel n'était pas du tout un terrain de jeu pour les fonds de buy-out. Dans les années 80 et 90, investir dans le logiciel, c'était avant tout l'affaire des fonds de venture capital. Donc, il faut se remettre dans le contexte. Les éditeurs de logiciels avaient un profil très risqué. D'abord, ils étaient très consommateurs de R&D, donc il fallait investir beaucoup avant d'avoir un produit fini. Ensuite, il existait un vrai risque technologique. Personne ne pouvait garantir qu'un logiciel allait réellement trouver son marché. Aussi, la valeur de ces entreprises reposait principalement sur quelques talents clés, des développeurs ou ingénieurs qui pouvaient partir du jour au lendemain. Et pour couronner le tout, les revenus étaient irréguliers. On vendait une licence à vie, on encaissait une fois, puis il fallait repartir à la chasse pour trouver de nouveaux clients. Bref, un profil d'investissement pour fonds de venture capital, mais pas pour des fonds de LBO, leverage buyout ou buyout, qui achètent des sociétés matures. Mais en fait, tout a changé avec l'émergence du modèle SaaS, ce qu'on appelle Software as a Service, dans les années 2010. Donc, avec le SaaS, plus besoin de vendre une licence unique. L'éditeur de logiciels propose un abonnement. Donc, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, le client paie pour utiliser le logiciel qui est constamment mis à jour, amélioré, sécurisé. Et donc, ça transforme radicalement la nature du business. Au lieu de revenus imprévisibles, on a des revenus récurrents et prévisibles. C'est un peu comme passer de la chasse à l'agriculture. Vous ne dépendez plus de votre prochaine prise, vous récoltez régulièrement. Et surtout, le SaaS facilite l'adoption massive du cloud computing. Plus besoin d'installer le logiciel sur des serveurs physiques, il est accessible directement en ligne. Et ça a vraiment accéléré l'adoption par toutes les tailles d'entreprises, des PME aux grands groupes. Donc, résultat, d'ailleurs, vous le voyez à l'écran, le marché mondial du SaaS dépasse aujourd'hui les 200 milliards de dollars et continue de croître à plus de 15% par an. Mais ce n'est pas uniquement le modèle d'abonnement qui a rendu le secteur si attractif pour les fonds de private equity. C'est aussi que les risques qui faisaient peur historiquement ont été largement réduits. Alors, la dépendance aux talents clés est aujourd'hui beaucoup mieux maîtrisée. Les entreprises ont professionnalisé leur gouvernance, fidélisent leurs talents avec de l'intéressement en action, des packages compétitifs. Le travail collaboratif s'est industrialisé avec des méthodologies comme l'agilité ou le DevOps. Et l'automatisation du développement logiciel permet également de moins dépendre d'individus uniques. Alors, tout cela a abouti à un changement majeur. Aujourd'hui, le logiciel coche toutes les cases que recherchent les fonds de buyout. Alors, d'abord, les revenus sont extrêmement visibles. Un éditeur SaaS mature tire entre 85% et 95% de son chiffre d'affaires annuel de revenus récurrents. C'est donc un modèle très prédictible. Ensuite, la fidélité client est exceptionnelle. Quand un logiciel est profondément intégré au processus métier d'une entreprise, le remplacer est coûteux, complexe, risqué. Et donc, résultat, le taux de désabonnement est très faible, il est souvent inférieur à 5%. Et puis, la croissance organique est solide. Au-delà de 15% par an, pour beaucoup d'éditeurs, et avec certains champions qui atteignent 25 à 30% de croissance organique. Donc, cette croissance est soutenue par une adoption encore incomplète du SaaS. Aujourd'hui, seulement 36% des charges de travail des entreprises sont dans le cloud.
Et ce chiffre devrait atteindre 53% d'ici 2026. Ça veut dire qu'une majorité des infrastructures restent encore à moderniser. Mais surtout, la rentabilité est exceptionnelle. Une fois qu'un logiciel est développé, chaque client additionnel coûte très peu. Ça permet aux meilleurs éditeurs d'atteindre des marges d'EBITDA de 30 à 40%, un niveau très rare dans d'autres industries. Et cette rentabilité, en fait, elle est renforcée par deux leviers très puissants, qu'on appelle alors l'upsell, qui consiste à vendre des versions plus avancées du produit à des clients existants, et le cross-sell, qui consiste à leur proposer des produits, des modules complémentaires. Par exemple, si vous avez un logiciel de comptabilité, on va vous proposer un module de gestion des ressources humaines ou de reporting ESG. Donc, ce modèle, en fait, maximise la valeur à vie du client tout en gardant des coûts maîtrisés. Ces stratégies permettent d'augmenter la valeur par client sans devoir recruter de nouveaux clients, donc sans coût d'acquisition supplémentaire. Autre levier important, le pricing power. L'abonnement logiciel représente une part relativement faible dans les dépenses globales des entreprises, mais il a un impact critique sur leur fonctionnement. Donc, ça donne aux éditeurs la capacité d'augmenter régulièrement leurs tarifs, notamment en enrichissant leur offre de nouvelles fonctionnalités. On peut passer au slide suivant, en fait. Il n'y a que 2 slides, voilà. Maintenant, on va parler d'un sujet qui agite beaucoup les discussions, l'impact de l'intelligence artificielle sur ce secteur. Alors, loin de représenter une menace pour les éditeurs de logiciels bien positionnés, l'IA est une opportunité fantastique. Pourquoi? Parce que l'IA, pour être efficace, elle a besoin de carburant. Elle a besoin de données critiques, des données de qualité. Et qui est-ce qui détient ces données critiques? Ce sont les éditeurs de logiciels B2B que ciblent les fonds de buyout et qu'on appelle dans l'industrie Systems of Record. Alors, c'est les ERP, les CRM, les outils de gestion RH, tous ces logiciels en fait qui stockent, structurent et sécurisent les données essentielles des entreprises. Donc, un Systems of Record, il organise, il structure, il sécurise l'information vitale des entreprises. Donc, voilà, les données financières, les données clients, les données de ressources humaines, de supply chain, etc. Et l'IA seule, en fait, elle ne suffit pas. Sans données structurées, elle est aveugle. Sans workflow métier précis, elle ne sait pas où appliquer ses recommandations. Donc, ce sont vraiment les systems of record qui fournissent cette base indispensable. Ils structurent les processus, ils sécurisent les données sensibles et garantissent la conformité réglementaire. Et de plus, grâce à l'effet réseau, les éditeurs qui opèrent ces systèmes bénéficient en fait d'un cercle vertueux assez incroyable. Plus ils ont de clients, plus ils collectent de données, et donc plus leurs algorithmes deviennent performants. Et plus ils attirent en fait de nouveaux clients. Donc, c'est un avantage cumulatif qui est assez gigantesque. Et c'est pour ça qu'on considère que l'IA va renforcer les meilleurs éditeurs de logiciels, ces Systems of Record, en les rendant encore plus indispensables pour leurs clients. L'IA, c'est aussi un potentiel d'augmentation de marge. On parle de 5 à 12 points selon les études, via notamment l'amélioration des cycles R&D, l'automatisation de fonctions support, l'optimisation des ventes et du marketing. Et maintenant, alors, il est vrai, un autre sujet, on peut parler des valorisations, c'est que le succès du secteur attire beaucoup d'investisseurs. Et cela a un impact sur les valorisations. Les meilleurs éditeurs de logiciels, ceux qui combinent forte croissance et forte rentabilité, se paient cher. Quand on regarde le multiple valeur d'entreprise sur EBITDA, les très bons éditeurs, les vrais leaders, ils sont valorisés autour de 25 à jusqu'à de temps en temps 30 fois l'EBITDA des 12 prochains mois. Alors, ça peut sembler élevé, mais c'est comparable à un taux de capitalisation de 4%, comme dans l'immobilier de bureau haut de gamme. Sauf qu'ici, la croissance organique, elle est de 10 à 30%, quand elle est de 2 à 3% dans l'immobilier. Et ce qui est fondamental, c'est que dans le logiciel, la croissance de l'EBITDA peut compenser en fait une éventuelle baisse de multiples de valorisation. Si vous investissez dans une entreprise qui croît de 20% par an,
même si le multiple de valorisation baisse dans le temps un peu, votre création de valeur reste au rendez-vous à moyen terme. Et donc, c'est pour cette raison qu'il est essentiel de sélectionner les bons fonds de private equity. Aujourd'hui, les meilleurs fonds de private equity spécialisés dans le logiciel, ils sont plus simplement des investisseurs. Ils sont eux-mêmes devenus de véritables entreprises de technologie. Ils recrutent des experts en interne. Ils ont des experts en data science, en IA, en go-to-market, en cybersécurité, en pricing de logiciels. Ils disposent d'équipes internes opérationnelles qui accompagnent leur participation au quotidien. Et ils appliquent ce qu'on appelle vraiment des playbooks très précis. C'est des véritables manuels de bonnes pratiques pour améliorer l'efficacité commerciale, la satisfaction client, l'innovation produit, assister l'éditeur de logiciels dans son internationalisation. Donc, en résumé, le logiciel, c'est devenu pour le private equity une terre d'opportunités unique. Un secteur qui combine croissance structurelle, récurrence de revenus, résilience et levier technologique via l'IA. C'est vraiment aussi très résilient. Tous les gérants qui avaient investi dans des éditeurs de logiciels, même avant la grande crise financière de 2008-2009, ont réalisé vraiment des performances supérieures parce que, justement, comme surtout ces systems of record qui vont vraiment gérer des processus indispensables internes aux éditeurs, on ne va pas aller couper notre abonnement parce que, justement, déjà, ça coûte. L'abonnement lui-même coûte plutôt pas trop cher par rapport aux services rendus qui sont essentiels, et parce que justement le couper et remplacer un éditeur de logiciels en pleine crise, c'est très risqué. On voit même d'ailleurs d'une manière générale, quand il commence à y avoir des périodes de crise, le taux de désabonnement, le churn, baisse en fait, encore plus que dans des environnements macro meilleurs. Et donc, toute cette dynamique de croissance structurelle, récurrence de revenus, résilience, levier technologique devrait encore s'amplifier dans les années à venir parce que la transition vers le cloud, la modernisation des infrastructures informatiques et aussi surtout le nouveau relais de croissance, l'adoption massive de l'IA ne font que commencer. Et donc, c'est pour ça que dans l'univers du private equity, le logiciel est plus que jamais le nouveau Graal. Voilà, on a fait le... Merci, Louis. Vous pouvez évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, nous aurons terminé ce flash marché, qui est aussi un moment pour parler d'autres choses que de macroéconomie et de fonds classiques. Bien, est-ce que l'un de nos intervenants veut rajouter quelque chose? Merci beaucoup pour votre attention à tous. Émilie, tu annonces la prochaine date? Oui, le prochain flash marché sera le jeudi 5 juin. Très Donc bien. on retournera Merci à aujourd'hui. tous. Et puis, nous avons notre nouveau rendez-vous, donc à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Au revoir. Merci Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.